S'il manque le tampon, le papier ne vaut rien. Les mots d'une fillette qui allait en changer le destin d'un millionnaire désespéré. Sous la pluie, ses mains étaient vides. Le silence d'un empire qui s'effondre. Des yeux qui ne trouvaient plus de sens parmi les papiers humides et les signatures sans âme, jusqu'à ce qu'une petite ombre sous la tempête, serrant un porte-document marron, lui rende non seulement ses documents perdus, mais aussi le but qu'il n'avait jamais su chercher. Mettez un like, si cela vous a touché. Commentez pour nous dire comment vous pensez que cette histoire va se terminer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cela ne coûte rien, mais cela signifie tout. Réessayez. Paris se levait sous un manteau gris qui enveloppait les gratte-ciel de la Défense comme un mauvais présage. Au 25e étage de la tour Montparnasse, Alexandre Dubois contemplait l'horizon urbain, le regard perdu et le cœur battant la chamade. Les premiers rayons de soleil parvenaient à peine à filtrer à travers les nuages épais, projetant des ombres allongées sur les documents éparpillés sur son bureau en ébène. À 42 ans, Alexandre avait bâti un empire à partir de rien. 15 années de travail acharné, de nuits blanches et de décisions risquées. Et maintenant, tout pouvait s'évanouir en moins de 3 heures. Il consulta sa montre pour la énième fois. 7h25. La réunion avec les investisseurs du groupe Beaumont devait commencer à 10 heures précises. S'il ne présentait pas les documents originaux prouvant son innocence face aux accusations de fraude contractuelle, il perdrait tout. « Ils doivent être ici », murmura-t-il, fouillant dans des chemises et des tiroirs avec des mains tremblantes. Son reflet dans la baie vitrée lui renvoya l'image d'un homme élégant mais épuisé. Le costume bleu marine impeccable contrastait avec les cernes profonds et la barbe de quelques jours. Sa cravate parfaitement nouée semblait l'étouffer. Son assistante, Sophie, Leclerc frappa doucement à la porte avant d'entrer avec un plateau. « Monsieur Dubois, je vous ai apporté un café. Avez-vous trouvé les documents ?» Alexandre secoua la tête en acceptant la tasse fumante. Ils ont disparu il y a une semaine. Le porte-document marron avec le sceau doré, il s'est comme volatilisé. Sophie pinça les lèvres avec inquiétude. Elle travaillait pour Alexandre depuis 10 ans, assez longtemps pour savoir qu'elle ne l'avait jamais vu aussi désespéré. « Vincent, Garnier sera là, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, faisant référence au principal rival d'Alexandre, un homme d'affaires connu pour ses tactiques agressives. « Bien sûr, il attend comme un vautour, » répondit-il avec amertume. « Cette réunion est son occasion parfaite pour couler ma réputation et s'accaparer mes investisseurs. » Alexandre s'approcha de la fenêtre. Paris s'éveillait sous la légère bruine qui commençait à tomber. En bas, sur les Champs-Élysées, la circulation matinale avançait impatiemment. Les piétons parapluies en main se pressaient vers leur bureau. Et c'est là qu'il la vit, une petite fille, assise sur le trottoir juste devant l'immeuble. Elle portait un manteau trop grand pour son corps menu, et entre ses bras, serré comme un trésor, un porte-document marron avec ce qui ressemblait à un sceau doré sur le bord. Alexandre plissa les yeux, incrédule. « C'est impossible », murmura-t-il. Sans un mot à Sophie, il s'élança hors de son bureau, laissant la tasse de café à moitié pleine et la porte grande ouverte. L'ascenseur semblait descendre avec une lenteur exaspérante. Alexandre tambourinait nerveusement le sol avec la pointe de sa chaussure italienne, tandis que les numéros du panneau électronique diminuaient avec parcimonie. 24, 23, 22. Chaque seconde était précieuse. Et si la fillette s'en allait? Et si ce porte-document n'était pas le sien, mais une cruelle coïncidence? Quand il atteignit enfin le hall, il traversa le sol, de marbre comme un éclair, ignorant les salutations du personnel de sécurité. Les portes tournantes le livrèrent à l'air froid du matin parisien. La bruine s'était légèrement intensifiée, trempant son costume de créateur. Il traversa la rue, en esquivant les voitures et en recevant des coups de klaxon de conducteurs irrités. Lorsqu'il atteignit le trottoir d'en face, il était à bout de souffle, les cheveux collés au front par l'humidité. La fillette était toujours là, immobile comme une petite statue. Elle devait avoir environ 9 ans, bien que son expression reflétât la sagesse de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Ses cheveux noirs, attachés en une queue de cheval ébouriffée, encadraient un visage fin aux grands yeux sombres. Le manteau vert olive qui la couvrait semblait avoir appartenu à un adulte et était rapiécé à plusieurs endroits. Alexandre s'approcha, essayant de contrôler son anxiété. Il ne voulait pas l'effrayer. « Bonjour », dit-il, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu » La fillette le regarda avec méfiance.
serrant davantage le porte-document contre sa poitrine. « Pourquoi vous voulez savoir ?» répondit-elle avec un accent qui trahissait son origine dans une banlieue parisienne défavorisée. « Je m'appelle Alexandre, continua-t-il, ignorant l'hostilité. Je regardais par la fenêtre de mon bureau, et il m'a semblé que vous aviez quelque chose qui pourrait être à moi. » Les yeux de la fillette se plissèrent de suspicion. « Le porte-document, c'est moi qui l'ai trouvé. Il est à moi maintenant. » Alexandre respira profondément, essayant de garder son calme. Il s'assit sur le trottoir à côté d'elle, sans se soucier que l'humidité trempe son pantalon à 600 €. « Où l'as-tu trouvé ?» La petite hésita quelques instants avant de répondre. « Il y a 3 jours, près du jardin des Tuileries. Il était jeté, tout mouillé par la pluie. Personne n'en voulait. Alors je l'ai pris. » Alexandre observa le porte-document avec plus d'attention. Malgré quelques taches d'humidité, il était indubitablement le sien, cuir marron vieilli, avec le sceau doré de son entreprise dans le coin inférieur. « Il est très important pour moi, » expliqua-t-il d'une voix douce. « Il contient des documents dont j'ai un besoin urgent. » La fillette le fixa comme pour l'évaluer. Ses petits doigts, rougis par le froid, caressaient le bord du porte-document. « Et qu'est-ce que je gagne si je vous le donne ?» demanda-t-elle. Finalement, la question directe et dénuée de tout artifice enfantin surprit Alexandre. Ce n'était pas n'importe quel enfant. « As-tu faim ?» demanda-t-il, remarquant comment elle regardait furtivement la pâtisserie du coin. Un léger hochement de tête fut toute sa réponse. « Que diriez-vous d'aller à ce café ?» Il désigna un petit établissement voisin. « Et pendant que vous déjeunez quelque chose de chaud, nous parlerons du porte-document. » La fillette sembla considérer l'offre, évaluant les risques avec une maturité impropre à son âge. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais le porte-document reste avec moi jusqu'à ce que j'ai décidé. » Alexandre hocha la tête, tendant la main pour l'aider à se lever. Elle ignora le geste et se redressa seule, marchant dignement vers le café, comme si cette rencontre avait été son idée depuis le début. Le Petit Bouchon était l'un de ces établissements authentiques qui résistaient héroïquement à l'invasion des chaînes internationales. Nappe à carreaux rouges et blancs, carreaux usés par des décennies d'usage et l'arôme incomparable de croissants frais. À cette heure-là, quelques travailleurs prenaient un petit déjeuner rapide avant de commencer leur journée. Quand Alexandre entra accompagné de la fillette, plusieurs regards curieux se posèrent sur eux. Un homme d'affaires trempé et une petite fille échevelée formaient un couple inhabituel. Ils s'assirent à une table du fond, près de la fenêtre embuée par la vapeur. La serveuse, une femme d'âge moyen aux cheveux teints d'un blond impossible, s'approcha, carnet à la main. « Que désirez-vous » demanda-t-elle, alternant son regard entre l'adulte élégant et la fillette qui ne semblait pas à sa place dans ce décor. « Un café noir pour moi, » répondit Alexandre. Puis il regarda la petite. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Les yeux de la fillette parcoururent le menu avec une avidité contenue. « Un chocolat chaud et un croque-monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, comme quelqu'un qui est habitué à saisir les opportunités. « Et ajoutez-y une portion de pain perdu et des viennoiseries, » compléta Alexandre, percevant la faim dans le regard de la petite. Quand la serveuse s'éloigna, un silence inconfortable s'installa entre eux. La fillette posa le porte-document sur ses genoux, le gardant hors de portée d'Alexandre. « Comment t'appelles-tu » insista-t-il, essayant d'établir une connexion. « Je t'ai déjà dit mon nom. » La petite jouait avec une serviette, la pliant méticuleusement en forme géométrique. « Léa, » répondit-elle finalement. « Je m'appelle Léa Petit. Habites-tu près d'ici, Léa ?» La question flotta dans l'air pendant quelques secondes. Le visage de la fillette se durcit. « Je n'ai pas de domicile fixe en ce moment. » Alexandre assimila la réponse, ressentant une piqûre d'inconfort. « Et tes parents ?»« Ma maman est malade, » répondit Léa sans lever les yeux. « Elle s'appelle Marianne Petit. Elle a perdu son travail de femme de ménage il y a quelques mois et est tombée malade. Nous cherchons un endroit. » Elle ne mentionna pas son père, et Alexandre n'insista pas. La serveuse revint avec la commande. Le chocolat fumait dans une grande tasse, et l'assiette avec le croque-monsieur, le pain perdu et les viennoiseries ressemblaient à un festin pour la petite. Pourtant, Léa ne se jeta pas sur la nourriture. Avec une dignité surprenante, elle déplia la serviette et la posa sur ses genoux, avant de commencer à manger avec des manières soignées. Alexandre remua son café, l'observant discrètement. Sous l'apparence négligée, on devinait une éducation soignée. « Ta mère t'a appris les bonnes manières », commenta-t-il. Léa hocha légèrement la tête en mâchant.
Maman a travaillé dans des maisons de gens importants. Elle dit qu'une personne se mesure à la façon dont elle se comporte quand personne d'important ne la regarde. La phrase, récitée avec l'innocence de qui répète une leçon apprise, frappa Alexandre plus qu'il ne s'y attendait. Il se rappela soudain sa propre mère, décédée des années auparavant, et ses enseignements sur la dignité et le respect. « C'est une femme sage, ta mère », dit-il sincèrement. Le temps pressait. Alexandre consulta sa montre, 8h40. Il avait besoin de ces documents. « Léa, ce porte-document que tu as trouvé contient des papiers très importants pour moi, » expliqua-t-il, le désignant. « J'ai une réunion dans un peu plus d'une heure où je dois les présenter. Sans eux, je pourrais perdre mon entreprise, mon travail. » La fillette but une gorgée de son chocolat, laissant une petite moustache brune sur sa lèvre supérieure. Et pourquoi était-il jeté au jardin des Tuileries s'il est si important? La question, directe et logique, désarma Alexandre. « Je l'avais avec moi lorsque je suis allé à une réunion là-bas. J'ai dû le perdre en sortant, avoua-t-il. Cela a été une semaine horrible à le chercher. » Léa le fixa comme si elle pouvait voir à travers lui. Finalement, après avoir soigneusement essuyé ses lèvres avec la serviette, elle parla. « Qu'est-ce que vous me donneriez en échange ?» Alexandre, prêt à offrir de l'argent, s'arrêta devant l'expression sérieuse de la fillette. Quelque chose lui dit que ce n'était pas seulement une question monétaire. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il à la place. Léa baissa les yeux vers ses chaussures usées. « Maman a besoin d'un médecin. Et moi, elle marqua une pause. Je veux retourner à l'école et un endroit où il ne pleut pas à l'intérieur. » La simplicité de ses désirs émut Alexandre. Alors qu'il s'inquiétait pour des millions d'euros, cette fillette ne voulait que le minimum que tout être humain mérite. « Si tu m'aides, je te jure que tu auras une école, de la nourriture et un toit, » promit-il solennellement. « Et ta mère recevra des soins médicaux. » Léa étudia son visage pendant ce qui lui sembla une éternité. Ses yeux, trop vieux pour une enfant, cherchaient des signes de tromperie. « Mais que ce soit pour de vrai, d'accord ?» dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « Plus de promesses en l'air. » Cette phrase, chargée d'une méfiance acquise à force de déception, transperça Alexandre comme un trait. « Pour de vrai », assura-t-il, tendant la main pour sceller l'accord. Après un moment d'hésitation, Léa lui serra la main fermement. Puis, d'un geste solennel, elle posa le porte-document sur la table, le faisant glisser vers lui. Alexandre l'ouvrit avec des doigts tremblants. Tous les documents étaient là. Les contrats originaux, les reçus, les certifications notariales. Tout ce dont il avait besoin pour prouver son innocence. « Comment puis-je te remercier » murmura-t-il, ressentant un immense soulagement. Léa termina la dernière viennoiserie avant de répondre. « En tenant votre promesse » dit-elle simplement, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle sourit. À 9h30, Alexandre traversa le hall de la tour, Montparnasse d'un pas décidé. À ses côtés, Léa observait avec étonnement l'opulence du bâtiment. Les plafonds très hauts, les lustres en cristal, les hommes et les femmes en costumes élégants qui se déplaçaient comme des acteurs sur une scène prédéterminée. « Monsieur Dubois !» salua le garde de sécurité avec surprise en voyant la petite accompagnatrice. « Bonjour, Jean !» répondit Alexandre avec une confiance renouvelée. « Voici Léa, mon invité spécial d'aujourd'hui. » Pendant qu'il montait dans l'ascenseur privé, Alexandre essayait d'organiser ses pensées. Le porte-document était en sécurité sous son bras, mais il avait maintenant une responsabilité supplémentaire. La fillette. Il ne pouvait pas simplement l'abandonner après avoir obtenu ce dont il avait besoin. Il avait fait une promesse. Lorsque les portes s'ouvrirent au 25e étage, Sophie faillit les heurter. Son expression de soulagement en voyant le porte-document se transforma rapidement en curiosité, en remarquant Léa. « Je l'ai trouvé », annonça Alexandre brandissant le porte-document. « Et voici Léa qui l'a sauvé. Sophie, pourriez-vous lui préparer quelque chose à boire pendant ma réunion? Elle aura aussi besoin de vêtements secs et... » Il s'interrompit, réalisant qu'il improvisait au fur et à mesure. Sophie, efficace comme toujours, hocha la tête sans poser de questions. « Je m'occupe de tout. La salle de conférence est prête. Les investisseurs commenceront à arriver dans 20 minutes. » Alexandre s'accroupit devant Léa. « Je dois aller à cette réunion importante. Sophie prendra soin de toi en attendant, d'accord? Quand ce sera fini, nous parlerons de ta mère. » Léa hocha la tête, bien que ses yeux reflétassent la méfiance de qui a vu trop de promesses non tenues. « Est-ce que je peux voir les papiers avant ?» demanda-t-elle soudainement. La requête surprit Alexandre. « Les papiers? Pourquoi? Pour être sûr qu'ils sont tous là, » répondit-elle naturellement. « Je les ai regardés ces jours-ci.
Il y a beaucoup de chiffres et de signatures. Avec une certaine hésitation, Alexandre lui tendit le porte-document. Léa l'ouvrit avec un soin révérencieux, tournant les pages délicatement. Ses petits doigts s'arrêtèrent sur certains documents, comme si elle se souvenait de leur emplacement exact. « Il en manque un », dit-elle finalement. Le cœur d'Alexandre rata un battement. « Comment ça ?»« Un papier avec un grand sceau rouge et doré », expliqua Léa. « Je l'ai mis de côté parce que c'était le plus joli. » Elle chercha dans la poche intérieure de son manteau et en tira un document soigneusement plié. C'était précisément la certification de la Chambre de commerce qui validait la propriété des actions, le document le plus crucial de tous. Maman disait toujours que s'il manque le tampon, le papier ne vaut rien, commenta Léa en le lui tendant. Alexandre prit le document comme un trésor, ému par l'innocence et en même temps l'intuition étonnante de la fillette. « Ta mère a parfaitement raison, Léa. Sans ce sceau, rien de tout cela n'aurait de valeur. » Après s'être assuré que Léa était entre de bonnes mains avec Sophie, Alexandre se dirigea vers son bureau pour se préparer. Il n'avait que 15 minutes pour revoir les documents et ordonner ses idées avant la confrontation. Il avait à peine commencé que son téléphone sonna. C'était Jean, le gardien du hall. « Monsieur Dubois, Monsieur Vincent Garnier vient d'arriver. Il se dirige vers la salle de conférence. » Alexandre le remercia pour l'avertissement. Vincent arrivait toujours en avance pour tenter de contrôler le terrain. Cela faisait partie de sa stratégie d'intimidation. Le porte-document sous le bras, Alexandre sortit dans le couloir et se dirigea vers la salle de réunion. En tournant le coin, il se retrouva face à face avec son rival. Vincent Garnier, à 52 ans, représentait tout ce qu'Alexandre méprisait dans le monde des affaires. Grand de forte corpulence et aux cheveux parfaitement coiffés avec trop de gel, il portait un costume qui semblait crier son prix à tous les vents. Son sourire, pratiqué devant le miroir chaque matin, n'atteignait jamais ses yeux. « Alexandre, quelle surprise de te voir si composé », salua-t-il avec une fausse cordialité. « Après la semaine que tu as passée, je m'attendais à te trouver plus affecté. » Alexandre garda son calme, conscient que chaque mot faisait partie d'un jeu psychologique. « Bonjour, Vincent. Je vois que tu continues ta coutume d'arriver en avance, impatient de la réunion. » Le regard de Vincent se porta sur le porte-document qu'Alexandre tenait. « Sont-ce les fameux documents perdus ?» demanda-t-il sur un ton mêlant incrédulité et déception. « Quelle coïncidence qu'il soit apparu juste aujourd'hui. La vérité trouve toujours son chemin, Vincent. Quelque chose que tu devrais garder à l'esprit. » La tension entre les deux était palpable. Vincent fit un pas en avant, envahissant délibérément l'espace personnel d'Alexandre. « Ne crois pas que quelques papiers changeront ce que nous savons tous, » murmura-t-il. « Ton entreprise est au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, tu ne feras que retarder l'inévitable. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et plusieurs cadres du groupe d'investisseurs commencèrent à sortir. Vincent recula, récupérant instantanément son sourire commercial. « Ah, messieurs !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Nous étions justement en train de parler de l'excitation que suscitera cette réunion. Pendant que les investisseurs s'approchaient pour les salutations protocolaires, Alexandre remarqua le regard de Vincent, froid et calculateur. Ce n'était pas seulement un rival commercial, il y avait quelque chose de personnel, presque viscéral dans son animosité. La bataille était sur le point de commencer, et Alexandre savait que Vincent ne jouerait pas franc jeu. Mais il avait maintenant les documents et, plus important encore, il avait une nouvelle perspective sur ce qui importait vraiment. Une fillette lui avait rappelé, avec sa simple sagesse, que parfois les plus petits détails, comme un sceau, pouvaient faire toute la différence. La salle de conférence de Dubois Investissement occupait le coin nord-est du 25e étage, offrant une vue panoramique sur Paris qui impressionnait normalement les visiteurs. Ce matin-là, cependant, la brume persistante diffusait le paysage urbain, créant une toile de fond grisâtre qui semblait refléter la tension qui régnait à l'intérieur. Autour de la table ovale, en chêne massif, s'étaient réunies 12 personnes. À une extrémité, Alexandre occupait la tête de table avec son avocat, maître Julien Moreau, à sa droite et son directeur financier à sa gauche. En face de lui, Vincent Garnier affichait son meilleur sourire tout en discutant vivement avec les 5 représentants du groupe Beaumont, des investisseurs clés dont le soutien était en jeu. 3 membres du conseil d'administration de l'entreprise d'Alexandre complétaient le tableau, observant la scène avec des expressions neutres et impénétrables.
Je crois que nous pouvons commencer, annonça Alexandre, consultant sa montre. 10h05 légèrement en retard, mais tous les acteurs principaux étaient au présent. À son signal, Sophie ferma la porte et activa le système de présentation. L'écran géant sur le mur afficha le logo de Dubois Investissement. Un bâtiment stylisé avec un pont reliant 2 tours. « Mesdames et messieurs, » commença Alexandre se redressant sur sa chaise, « je vous remercie de votre présence à cette réunion extraordinaire. Comme vous le savez, des rumeurs et des accusations ont circulé ces dernières semaines concernant de prétendues irrégularités dans nos contrats avec le groupe Beaumont. » Vincent se pencha en arrière sur sa chaise, jouant avec un stylo luxueux entre ses doigts. Des rumeurs étayées par des preuves assez solides, si vous me permettez d'ajouter, interrompit-il avec une douceur venimeuse. Alexandre lui lança un regard serein avant de continuer. C'est précisément pour aborder ces preuves que je vous ai réunis aujourd'hui. Il ouvrit le porte-document avec une lenteur délibérée. J'ai ici les documents originaux qui démontrent l'absolue légalité de toutes nos opérations. Un par un, il expliqua les contrats, les dates, les termes convenus. Maître Moreau, son avocat, complétait l'exposé, avec des clarifications techniques si nécessaire. Les investisseurs écoutaient attentivement, prenant des notes occasionnelles. Pendant 40 minutes, Alexandre présenta des preuves irréfutables que les accusations étaient sans fondement. La tension initiale commençait à se dissiper, remplacée par une ambiance plus détendue. Même certains investisseurs acquiesçaient d'un air approbateur. Vincent, cependant, maintenait son sourire confiant. Lorsqu'Alexandre conclut sa présentation, il leva immédiatement la main. « Très impressionnant, Alexandre. Vraiment admirable, » dit-il d'un ton condescendant. « Mais je crains que vous ayez omis un détail crucial. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Vincent ouvrit sa propre mallette et en sortit un porte-document similaire à celui d'Alexandre. « J'aimerais présenter un document additionnel qui change complètement la donne. » Avec une théâtralité étudiée, il en sortit un contrat et le fit glisser vers le centre de la table. 7. Accord signé il y a 3 ans, établit clairement que toute irrégularité dans les délais de livraison, comme celles qui se sont produites ces 6 derniers mois, accorde au groupe Beaumont le droit de renégocier les termes du contrat cadre. Alexandre garda son calme, bien qu'il sentît que le contrôle de la situation commençait à lui échapper. « Je n'ai jamais signé une telle clause, Vincent. Ce document doit être une falsification ?» Vincent feignit d'être offensé. « S'il vous plaît, c'est une accusation très grave. Voici votre signature parfaitement légale et vérifiable. » Le représentant principal du groupe Beaumont, un homme d'un certain âge nommé Philippe Beaumont, prit le document avec une expression préoccupée. « Effectivement, ces clauses ne faisaient pas partie de notre accord initial, » murmura-t-il en lisant, « parce qu'elles ont été ajoutées dans un addendum postérieur, » expliqua Vincent avec assurance. Un addendum que, opportunément, Alexandre semble avoir perdu parmi ces documents réapparus. La salle sombra dans un silence tendu. Alexandre sentit le sol trembler sous ses pieds. Était-il possible qu'il ait signé ce document et l'ait oublié? Non, c'était impensable. Il n'aurait jamais accepté des termes aussi défavorables. Maître Moreau demanda à examiner le contrat. Pendant que l'avocat l'étudiait attentivement, Vincent poursuivit. « Au vu de cette situation, je propose une solution amiable, » sourit-il, affichant des dents parfaites. « Dubois Investissement me cédera 40% de ses actions à la moitié de la valeur marchande, et en échange, nous oublierons cet inconvénient. » Les membres du conseil échangèrent des regards alarmés. Un tel accord signifierait pratiquement céder le contrôle de l'entreprise. Alexandre inspira profondément, essayant de maintenir son sang-froid. Dans son esprit résonnèrent inopinément les mots de Léa. « S'il manque le tampon, le papier ne vaut rien. » « Maître Moreau, » interpella-t-il son avocat, « pourriez-vous vérifier si ce document possède tous les sceaux officiels requis ?» L'avocat, surpris par la question spécifique, examina de nouveau le contrat avec plus d'attention. « Effectivement, » murmura-t-il après quelques instants, « le sceau de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris manque sur la page des signatures. » Vincent minimisa le détail d'un geste dédaigneux. Un simple détail technique sans importance. La signature est ce qui compte. Et elle est clairement apposée. Alexandre se leva lentement, une nouvelle confiance éclairant son visage. Ce n'est pas un simple détail technique, Vincent. Comme vous le savez bien, selon l'article 17 du Code du commerce, toute modification de contrat affectant plus de 20% du capital
doit porter le sceau officiel de la Chambre pour être valide. Sans ce sceau, ce document, il désigna le papier avec dédain, est aussi valable qu'un billet de Monopoly. Un murmure parcourut la table. Vincent pâlit visiblement, tout en essayant de maintenir sa façade de sécurité. « Cela peut être réglé facilement. Nous pouvons envoyer le document à la Chambre dès aujourd'hui. » Philippe Beaumont, l'investisseur principal, leva la main pour l'interrompre. « Un instant, monsieur Garnier. Si je comprends bien, vous êtes en train d'admettre que vous avez présenté un document incomplet comme s'il était légal et contraignant ?» La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Vincent balbutia une réponse vague sur les procédures administratives et la bureaucratie. Alexandre profita de l'occasion pour reprendre le contrôle. « Messieurs, je pense qu'il est clair ce qui s'est passé ici. On a tenté d'exercer une pression sur notre entreprise avec un document invalide, probablement falsifié. » Il se tourna vers Maître Moreau. « Recommanderiez-vous d'engager des poursuites judiciaires ?» L'avocat hocha gravement la tête. « Nous pourrions être face à un cas de tentative, d'escroquerie et de falsification de documents. » L'expression de Vincent se décomposa complètement. Sa stratégie s'était effondrée à cause de l'absence d'un simple sceau, un détail que tout homme d'affaires expérimenté aurait dû prévoir. Maintenant, non seulement il avait échoué dans sa tentative de prendre le contrôle, mais il faisait face à d'éventuelles conséquences légales. « Je suggère une pause de 15 minutes, proposa Alexandre avec une magnanimité calculée, pour que nous puissions tous réfléchir à ce qui s'est passé. Les participants acquiescèrent, soulagés de l'opportunité d'échapper momentanément à la tension. Vincent fut le premier à se lever, ramassant ses documents à la hâte et évitant le contact visuel. Alors que tout le monde commençait à sortir, Alexandre resta assis, observant par la fenêtre comment la brume commençait à se dissiper au-dessus de Paris. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres en pensant à la petite Léa et à sa sagesse simple mais profonde. S'il manque le tampon, le papier ne vaut rien. À cet instant précis, il réalisa qu'il lui devait bien plus qu'un toit et de la nourriture. Il lui devait une leçon qui, très probablement, l'avait sauvé de la ruine. Lorsque la réunion reprit 15 minutes plus tard, l'atmosphère avait changé radicalement. Vincent Garnier, visiblement perturbé, reprit sa place les yeux fixés sur ses documents, évitant tout contact visuel. Les investisseurs du groupe Beaumont, quant à eux, se montraient désormais clairement favorables à Alexandre, impressionnés par la façon dont il avait démantelé la tentative de manipulation. Philippe Beaumont prit la parole. « Monsieur Dubois, après avoir examiné la documentation originale que vous nous avez présentée, le groupe Beaumont est satisfait des explications et est disposé à poursuivre notre collaboration aux termes originaux. » Alexandre accepta le vote de confiance avec un geste sobre. La victoire était douce, mais quelque chose dans l'attitude vaincue de Vincent l'intriguait. Il s'attendait à plus de résistance, à un autre tour dans son sac. « S'il n'y a plus d'autres sujets à traiter, annonça-t-il, je propose de mettre fin à cette réunion. » Alors que les participants ramassaient leurs affaires, Vincent s'approcha d'Alexandre. Son arrogance habituelle avait été remplacée par une expression presque désespérée. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il, s'assurant que personne d'autre ne puisse l'entendre. « J'ai encore des informations qui pourraient t'intéresser. » Alexandre le regarda avec scepticisme. « Tu as déjà montré ton jeu, Vincent, il n'y a plus de cartes. »« En es-tu sûr ?» Un sourire tordu apparut sur ses lèvres. « Que me dis-tu de Marianne Petit ?» Le nom tomba comme une pierre dans l'estomac d'Alexandre. Marianne Petit, la mère de Léa. Que pouvait savoir Vincent à son sujet? « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-il, essayant de garder son sang-froid. « Bien sûr que si. » Vincent se pencha davantage. « La femme dont la fille t'a rendu ces documents si opportunément. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourut le dos d'Alexandre. Comment Vincent pouvait-il connaître ce détail? « Je t'attends au café du hall dans 10 minutes, » conclut Vincent. « Viens seul, à moins que tu ne préfères que cette information arrive aux médias dès demain matin. » Sans attendre de réponse, Vincent s'éloigna, laissant Alexandre plonger dans la confusion et l'inquiétude. Après avoir salué les investisseurs et s'être assuré que tout était en ordre, Alexandre descendit au hall. Son esprit bouillonnait de questions. Quel lien pouvait exister entre Vincent et Marianne Petit? Était-ce une ruse élaborée? Dans un coin du café de l'immeuble, Vincent attendait avec 2 tasses déjà servies. Alexandre s'assit en face de lui, refusant la boisson offerte d'un geste de la main. « Parle clairement, Vincent. Quel jeu joues-tu maintenant ?» Vincent sortit une photographie de sa poche et la fit
glissée sur la table. C'était l'image d'une femme d'environ 35 ans, avec le même visage fin et les mêmes yeux perçants que Léa. Elle se trouvait dans un bureau, à côté d'une photocopieuse. « Marianne Petit a travaillé pour moi il y a 4 ans, expliqua Vincent. Elle était secrétaire dans mon service juridique, jusqu'à ce que nous découvrions qu'elle vendait des informations confidentielles à la concurrence. Documents internes, stratégies, données clients, tout un catalogue de trahison d'entreprise. » Alexandre regarda la photographie avec incrédulité. « Et tu t'attends à ce que je croie que la mère d'une enfant qui vit dans la rue est une espionne industrielle ?» Vincent lâcha un rire sec. « Les espions industriels ont aussi des enfants, Alexandre, et quand ils sont découverts, ils finissent parfois dans la rue. »« Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Alexandre de plus en plus irrité. « Tu ne vois pas le porte-document que tu as perdu, la fillette, qui le trouve par hasard, tout sans le plan orchestré. » Vincent se pencha en arrière sur sa chaise. « Marianne Petit a suivi ta carrière. Elle sait parfaitement qui tu es et quels documents pourraient être précieux. Elle a probablement ordonné à sa fille de voler ce porte-document lors d'une de tes réunions. » Les mots de Vincent semblaient absurdes, mais ils semèrent une graine de doute chez Alexandre. Était-il possible que tout ait été une manipulation élaborée? En supposant que que tu dises soit vrai, qu'attends-tu maintenant? Demanda-t-il finalement. Vincent sourit, sentant qu'il reprenait du terrain. J'ai suffisamment de preuves sur les activités passées de Marianne Petit. Si cette histoire arrive aux médias, ta réunion d'aujourd'hui ressemblera à une farce. L'homme d'affaires récupère des documents cruciaux grâce à la fille d'une espionne industrielle. Imagine les gros titres. Alexandre garda le visage impassible, même si en son fort intérieur, son esprit travaillait à toute vitesse. À moins que, continua Vincent, à moins que j'accepte ton offre de vente d'actions, compléta Alexandre. C'est prévisible, Vincent. Vincent haussa les épaules. Les classiques ne meurent jamais. Tu as 24 heures pour décider. 40% des actions à moitié prix, ou cette histoire sera dans tous les journaux économiques demain. Il se leva pour partir, mais la voix tranquille d'Alexandre le retint. Sais-tu ce que Léa m'a dit ce matin? Vincent. Elle a dit que sa mère lui avait appris que s'il manque le tampon, le papier ne vaut rien. Vincent fronça les sourcils, déconcerté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que même une fillette de 9 ans comprend quelque chose que tu as oublié. Les détails comptent. Alexandre se leva. Tes menaces sont basées sur des suppositions et des coïncidences. Tu n'as aucune preuve réelle que Marianne Petit soit liée à mon porte-document perdu parce qu'il n'y en a pas. Es-tu prêt à prendre ce risque? Défia Vincent. Complètement, répondit Alexandre avec sérénité. Parce que, contrairement à toi, j'ai quelque chose à protéger au-delà de l'argent et du pouvoir. Vincent plissa les yeux, déconcerté par cette nouvelle facette de son rival. Tu le regretteras, avertit-il avant de s'éloigner. Alexandre resta un instant au café, traitant la conversation. L'accusation contre Marianne Petit semblait improbable, mais il ne pouvait pas l'écarter complètement. Il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui fournir. De retour à son bureau, il trouva Léa en train de dessiner assidûment dans un cahier que Sophie lui avait procuré. La scène, si innocente et quotidienne, contrastait brutalement avec les sombres insinuations de Vincent. « Comment s'est passée votre réunion ?» demanda la fillette, levant les yeux de son dessin. Un bâtiment haut, avec de nombreuses fenêtres, probablement inspiré de l'endroit où il se trouvait. « Bien grâce à toi et au sceau que tu as sauvé, » répondit Alexandre, s'asseyant à côté d'elle. « Léa, j'ai besoin de te poser une question importante sur ta mère. » Le visage de la petite se tendit légèrement. « Qu'est-ce qui se passe avec maman? A-t-elle déjà travaillé pour une entreprise appelée Garnier Développement ?» Léa réfléchit un instant, avant de hocher lentement la tête. « Oui, il y a longtemps. C'était son travail avant de faire le ménage. » Ses yeux s'assombrirent. Elle n'aimait pas en parler. Elle disait toujours qu'elle y avait rencontré des gens méchants. « Sais-tu pourquoi elle a quitté ce travail ?» La fillette secoua la tête. « Je sais seulement qu'un jour, elle est revenue en pleurant. Elle a dit qu'on l'avait accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait et qu'elle ne pouvait plus y travailler. Après, c'était très difficile de trouver un autre emploi. Personne ne voulait l'embaucher. » Alexandre ressentit une piqûre de compassion. L'histoire correspondait à ce que Vincent avait raconté, mais d'un point de vue complètement différent. « Léa, dit-il doucement, où est ta mère maintenant ?»« Au foyer Saint-Vincent, » répondit-elle, sa voix soudain petite. « Elle est malade. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas rester avec moi dans la rue. Les sœurs s'occupent d'elle pendant que je...
pendant que je cherche de l'aide. » Ces mots, dénués d'apitoiement, frappèrent Alexandre plus fort que toute accusation de « Vincent ». Cette fillette ne faisait partie d'aucun complot. Elle était simplement une fille désespérée d'aider sa mère. « Puis-je la voir ?» demanda Alexandre, prenant une décision instantanée. « Ta mère. J'aimerais la rencontrer. » Les yeux de Léa s'illuminèrent d'une lueur d'espoir prudente. « Vraiment? Maintenant ?» Alexandre hocha la tête. « Tout de suite. » Pendant qu'il organisait leur départ, informant Sophie qu'il serait absent pendant quelques heures, Alexandre réfléchit au tournant qu'avait pris sa journée. Elle avait commencé par une recherche désespérée de documents pour sauver son entreprise, et maintenant, il se dirigeait vers un foyer pour rencontrer une femme qui, selon Vincent, était une criminelle, mais qui, selon son instinct, n'était qu'une victime des circonstances. Et au centre de tout, une fillette qui, avec sa sagesse simple et directe, lui avait rappelé ce qui comptait vraiment, les détails, la vérité, et l'humanité que l'on perdait souvent dans le monde des affaires. Le foyer Saint-Vincent se trouvait dans un ancien bâtiment en briques rouges dans le quartier de la banlieue proche. Contrairement au gratte-ciel corporatif du quartier d'affaires, l'architecture ici était modeste et fonctionnelle, avec de petites fenêtres protégées par des barreaux en fer forgé et une entrée discrète flanquée de 2 pots de géranium fanés. Lorsque le taxi déposa Alexandre et Léa devant le foyer, une fine pluie avait recommencé à tomber, comme si le temps voulait souligner la solennité du moment. Alexandre se surprit à ressentir de la nervosité, une émotion qu'il éprouvait rarement avant des négociations d'1 million d'euros, mais qui l'envahissait maintenant à la perspective de rencontrer Marianne Petit. Léa avança familièrement, saluant de la tête le portier, un homme âgé à la barbe blanche qui leur ouvrit la porte sans poser de questions. L'intérieur sentait la soupe chaude et le désinfectant, une combinaison étrangement réconfortante. « Maman est dans la chambre 4, expliqua Léa tout en guidant Alexandre dans un couloir étroit. C'est là qu'ils mettent les personnes qui ont besoin de plus de calme. Une religieuse d'âge moyen croisa leur chemin, leur offrant un sourire fatigué mais sincère. « Léa, ma chérie, je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui, » la salua-t-elle, puis observa Alexandre avec curiosité. « Et ce monsieur ?»« C'est un ami, sœur Thérèse, » répondit la fillette avec sérieux. « Il va nous aider. » La religieuse évalua Alexandre avec un regard mêlant espoir et scepticisme, comme quelqu'un qui a vu trop de promesses non tenues. « Marianne est éveillée, » informa-t-elle finalement. « La visite lui fera du bien. » Lorsqu'ils arrivèrent à la porte numéro 4, Léa s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'Alexandre l'avait rencontrée, la petite semblait vraiment nerveuse. « Maman ne sait pas que je vous ai cherché, » avoua-t-elle à voix basse. « Ne lui dites pas que je suis restée dehors. Pendant tant de jours, elle s'inquiéterait. » Alexandre hocha la tête, ému par la maturité et l'inquiétude que montrait cette fillette pour sa mère. Léa frappa 3 coups doux avant d'ouvrir la porte. La chambre était petite mais propre, avec des murs fraîchement peints en blanc et une fenêtre donnant sur une cour intérieure. Sur l'unique lit, une femme d'environ 35 ans lisait un livre usé. Malgré sa minceur évidente et la pâleur de son visage, Marianne Petit conservait une beauté sereine et digne. Les mêmes yeux intelligents qu'Alexandre avait observés chez Léa lui renvoyèrent un regard surpris. « Léa !» s'exclama-t-elle de joie, tendant les bras vers sa fille. La fillette courut l'embrasser, et pendant quelques instants, Alexandre se sentit comme un intrus dans un moment profondément intime. Marianne embrassait la tête de sa fille, tout en lui murmurant des mots tendres. Finalement, son regard se posa à nouveau sur Alexandre, qui se tenait près de la porte. « Et ce... monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix qui, bien qu'affaiblie par la maladie, gardait un ton ferme. Léa se sépara légèrement. « C'est monsieur Alexandre Dubois. Il m'a aidé, maman. Et il dit qu'il veut nous aider toutes les deux. » Marianne Petit observa Alexandre avec un mélange de gratitude et de méfiance. « Monsieur Dubois, » murmura-t-elle, comme si le nom lui était familier. « Nous connaissons-nous » Alexandre fit un pas en avant, s'approchant avec respect. « Non, personnellement. Madame Petit, mais je crois que vous connaissez mon nom par mon entreprise. » Une ombre de reconnaissance traversa le visage de Marianne. « Dubois Investissement, » acquiesça-t-elle lentement. « Oui, je connais. Comment avez-vous rencontré ma fille ?» Alexandre regarda Léa se souvenant de sa requête et décida d'omettre les détails complets. « Nous nous sommes rencontrés ce matin. Léa m'a aidé avec un problème important, » expliqua-t-il. « Et maintenant, j'aimerais lui rendre l'appareil. » Marianne caressa les cheveux de sa fille d'un geste protecteur. « Ma Léa aide toujours tout le monde,
même lorsque c'est nous qui avons besoin d'aide. Sa voix prit un ton plus prudent. Quel genre d'aide offrez-vous exactement, monsieur Dubois? Pour commencer, des soins médicaux appropriés, répondit Alexandre sans hésiter. J'ai des contacts à l'hôpital Georges Pompidou. Ils pourraient vous examiner dès aujourd'hui, diagnostiquer correctement votre état et vous fournir le traitement dont vous avez besoin. Les yeux de Marianne s'ouvrirent de surprise. L'hôpital Pompidou, c'est... Elle s'interrompit, comme si elle cherchait les mots justes. C'est très généreux, mais je ne peux pas accepter une telle charité sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la charité, Madame Petit, corrigea Alexandre avec douceur. C'est une dette que j'ai envers votre fille. Et, si vous me le permettez, envers vous aussi. Marianne fronça les sourcils, confuse. Envers moi? Je ne comprends pas. Alexandre inspira profondément avant de continuer. Vous avez travaillé pour Vincent Garnier il y a quelques années, n'est-ce pas? Le visage de Marianne se durcit instantanément. C'est lui qui vous a envoyé? Demanda-t-elle, sa voix soudainement froide. Parce que si c'est le cas... Non, non, s'empressa de clarifier Alexandre. Au contraire, Vincent Garnier est mon concurrent, et aujourd'hui, il a tenté d'utiliser votre nom pour me nuire. Lentement, Alexandre expliqua à Marianne ce qui s'était passé pendant la réunion, l'intervention de Léa avec le document portant le sceau, et finalement, les insinuations de Vincent sur le passé professionnel de Marianne. Au fur et à mesure qu'elle écoutait, le visage de Marianne passa de la surprise à l'indignation, et finalement à une profonde tristesse. Il utilise donc toujours ce mensonge, murmura-t-elle, quand Alexandre eut terminé son récit. Après tout ce temps, que s'est-il réellement passé? Demanda Alexandre avec délicatesse. Marianne regarda sa fille, hésitant à parler ouvertement devant elle. Finalement, elle décida que Léa méritait de connaître la vérité. J'ai travaillé comme secrétaire au service juridique de Garnier Développement pendant 3 ans. C'était un bon travail, avec un salaire qui nous permettait de vivre dignement, commença-t-elle. Un jour, j'ai découvert des documents qui montraient des irrégularités dans certains contrats. Vincent Garnier avait falsifié des signatures pour obtenir des terrains à des prix bien en deçà du marché. Elle marqua une pause, se souvenant. Ingénu que j'étais, j'ai cru que je devais informer les ressources humaines. Le lendemain matin, on m'a accusé d'avoir volé ces mêmes documents pour les vendre à la concurrence. C'était ma parole contre celle de Vincent Garnier. Devinez qui a gagné? Je vous crois, dit Alexandre sans hésiter. J'ai vu de quoi Vincent est capable. Marianne sourit amèrement. J'ai été licencié, bien sûr, et Vincent s'est assuré qu'aucune autre entreprise du secteur ne m'embauche. J'ai survécu en faisant le ménage pendant un certain temps, mais quand je suis tombé malade, elle regarda Léa les yeux humides. Les choses se sont compliquées. Léa serra sa mère fort dans ses bras. Ça n'a plus d'importance, maman. Monsieur Alexandre va nous aider. La confiance absolue de la fillette émut Alexandre. C'était une responsabilité qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il acceptait maintenant de tout son cœur. « Madame Petit, dit-il, s'asseyant sur l'unique chaise de la chambre, je vous propose ce qui suit. Premièrement, des soins médicaux immédiats. Deuxièmement, un appartement où vous et Léa pourrez vivre dignement. Et troisièmement, lorsque vous serez rétabli, un poste dans mon entreprise si vous le souhaitez. » Marianne le regarda avec incrédulité. « Pourquoi feriez-vous tout cela pour des étrangères ?» Alexandre sourit. « Parce que votre fille m'a appris quelque chose d'inestimable aujourd'hui. Elle m'a rappelé que dans les plus petits détails, comme un sceau, peut se trouver la différence entre l'échec et le succès, entre le mensonge et la vérité. » Après une longue conversation, au cours de laquelle ils se mirent d'accord sur les détails pratiques, Alexandre passa plusieurs appels. En moins d'1 heure, une ambulance privée attendait devant le foyer pour transporter Marianne à l'hôpital Georges Pompidou. Pendant qu'il aidait, Marianne a monté dans l'ambulance, Léa agrippée à sa main. Alexandre ressentit un étrange sentiment de plénitude. En une seule journée, sa vie avait basculé, mais pas de la manière qu'il avait crainte ce matin-là. Il avait sauvé son entreprise, oui, mais il avait aussi trouvé quelque chose qu'il ne savait pas chercher. Un lien humain authentique, une opportunité de faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Alors que l'ambulance s'éloignait, avec lui et Léa à l'intérieur aux côtés de Marianne, Alexandre regarda par la fenêtre l'immeuble de la tour Montparnasse, se découpant sur le ciel dégagé de Paris. De cette hauteur, les problèmes qu'il avait consumés ce matin semblaient minuscules. Une petite main se glissa dans la sienne. Léa le regardait avec un mélange de gratitude et d'espoir. « Merci », murmura la fillette.
Alexandre lui serra doucement la main. « Non, Léa. Merci à toi de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » 3 semaines après la rencontre providentielle. Entre Alexandre et Léa, la vie des 3 protagonistes avait connu des transformations notables. Marianne Petit, diagnostiquée d'une anémie sévère et d'un début de pneumonie, répondait favorablement au traitement à l'hôpital Pompidou. Alexandre avait loué un appartement lumineux de 2 chambres dans le 7e arrondissement, où Léa s'était déjà installée, décorant sa nouvelle chambre avec des dessins colorés de bâtiments et de ponts. Alexandre, quant à lui, découvrit une nouvelle dimension à son existence. Les visites quotidiennes à l'hôpital et les dîners avec Léa étaient devenus la partie la plus attendue de sa routine, déplaçant progressivement les réunions d'entreprise et les dîners d'affaires qui occupaient auparavant tout son temps. Cet après-midi de printemps, Alexandre arriva à son bureau avec une énergie renouvelée. L'histoire de l'homme d'affaires qui avait recueilli une fillette de la rue et démasqué un rival corrompu avait filtré dans la presse, générant une vague de sympathie publique que même le service de relations publiques de l'entreprise n'avait pas prévu. « Bonjour Sophie », salua-t-il son assistante en acceptant le café qu'elle lui offrait. « Du nouveau ?»« Plusieurs, en fait, » répondit-elle, consultant sa tablette. « Le magazine Entreprise d'aujourd'hui veut faire un portrait de vous. Le groupe Sylvestre a insisté pour organiser une réunion afin de discuter d'une possible collaboration. Et le directeur de l'école Saint-Joseph a appelé. Il dit qu'ils ont une place pour Léa dès qu'elle est prête. » Alexandre hocha la tête, satisfait. « Programme la réunion avec Sylvestre pour demain et appelle l'école pour confirmer. Quant au magazine, » il hésita un instant. « Dis-leur que j'accepterai l'interview seulement s'ils ne mentionnent pas la situation personnelle de Léa et de sa mère. Leur vie privée n'est pas à vendre. » Sophie sourit, déjà habituée à ce nouvel Alexandre, plus conscient et protecteur. La matinée s'écoula entre réunions et appels, mais son esprit revenait constamment au projet qu'il avait commencé à concevoir ces derniers jours. À l'heure du déjeuner, au lieu de commander à manger au bureau comme à son habitude, Alexandre décida d'aller marcher. Ses pas le menèrent, presque inconsciemment, vers le jardin des Tuileries, où Léa avait trouvé son porte-documents perdu. Assis sur un banc, observant les touristes et les Parisiens qui profitèrent du soleil printanier, Alexandre réfléchissait au détour du destin qui l'avait uni à cette famille singulière. Le souvenir d'une conversation récente avec Léa lui revint à l'esprit. Ils étaient allés voir Marianne à l'hôpital et en rentrant, ils étaient passés devant un luxueux complexe résidentiel en construction. « Pourquoi les belles maisons ne sont-elles que pour les riches ?» avait demandé Léa, avec cette combinaison d'innocence et de profondeur qui la caractérisait. La question était restée en suspens, sans réponse satisfaisante. Et maintenant, en Bansant-Sins, contemplant Paris depuis le jardin, Alexandre commençait à entrevoir une réponse possible, non pas une réponse théorique, mais une solution pratique. De retour au bureau, il convoqua son équipe de direction pour une réunion d'urgence. À 4 heures de l'après-midi, la salle de conférence était pleine. Le directeur financier, le chef des opérations, l'architecte en chef et le responsable marketing occupaient leurs sièges habituels, tous avec des expressions oscillant entre la curiosité et l'inquiétude. « Je vous ai réunis pour vous présenter un nouveau projet », commença Alexandre se levant. « Une initiative qui transformera la direction de notre entreprise et, je l'espère, aussi la vie de nombreuses personnes à Paris. » Pendant l'heure qui suivit, Alexandre exposa sa vision. Une division de logement social au sein de Dubois Investissement, dédiée à la construction de logements abordables mais dignes, combinant design moderne et prix accessibles. Le premier projet, qu'il financerait lui-même, consisterait en la réhabilitation d'un immeuble abandonné en banlieue pour créer 30 appartements destinés aux familles en situation de vulnérabilité. « Nous l'appellerons le projet Léa », conclut-il. Les réactions furent variées. Le directeur financier exprima des préoccupations quant à la rentabilité, tandis que l'architecte se montra enthousiaste face aux défis créatifs. Le chef du marketing, quant à lui, vit immédiatement le potentiel d'amélioration de l'image de l'entreprise. « Il ne s'agit pas seulement d'image », clarifia Alexandre avec fermeté. « Il s'agit de but, d'utiliser nos ressources pour faire une réelle différence. » Après un débat intense, il fut convenu de réaliser une étude de faisabilité et de présenter un plan concret d'ici une semaine. Alexandre, cependant, avait déjà pris sa décision. Le projet Léa serait une réalité, quels que soient les obstacles. Ce soir-là, pendant qu'il dînait avec Léa dans l'appartement du 7e arrondissement,
Il lui raconta son idée. La réaction de la fillette fut un pur enthousiasme. Vraiment, des belles maisons pour tout le monde? Ses yeux brillaient d'émotion. Je pourrais aider à les dessiner? Alexandre rit, contagié par son enthousiasme. Bien sûr. En fait, tu es la principale inspiration du projet. C'est pourquoi il portera ton nom. Léa resta momentanément sans voix, ce qui était inhabituel chez elle. Puis, avec une gravité touchante, elle demanda « La première maison sera pour maman. »« Et moi ?»« Si c'est ce que vous voulez, bien sûr, » répondit Alexandre, « bien que j'espérais que vous envisagiez de rester ici avec moi. » La proposition, formulée presque timidement, flotta dans l'air. Léa le regarda avec une intensité qui semblait traverser son âme. « Comme une famille ?» demanda-t-elle finalement. « Comme une famille », confirma-t-il, se surprenant de la naturalité de ce mot sur ses lèvres. Le sourire qui illumina le visage de Léa fut toute la réponse dont il avait besoin. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La réunion avec le groupe Sylvestre, l'un des plus grands constructeurs de France, se révéla étonnamment productive. Impressionnés par l'histoire personnelle d'Alexandre et la vision du projet Léa, ils proposèrent une alliance stratégique pour développer des initiatives de logement social dans plusieurs villes françaises. « C'est une opportunité unique », expliqua Charles Sylvestre, le patriarche du groupe familial. « Nous combinons notre capacité de construction avec votre innovation en design et votre approche sociale. Nous pourrions révolutionner le concept du logement abordable en France. » L'accord fut signé une semaine plus tard, en présence de la presse spécialisée. À la surprise générale, Alexandre insista pour que Léa soit présente lors de la signature, assise discrètement à côté de Sophie dans un coin de la salle. Lorsque les photographes demandèrent la traditionnelle photo des signataires, Alexandre fit signe à Léa de les rejoindre. Elle est la véritable architecte de ce projet, expliqua-t-il aux personnes présentes. Sans sa sagesse, rien de tout cela n'existerait. L'image d'Alexandre Dubois et de Charles Sylvestre encadrant la petite Léa, vêtue d'une simple robe bleue et d'un sourire radieux, fit la une de plusieurs journaux le lendemain, accompagnée de titres parlant d'une révolution dans le logement social. Marianne Petit, déjà en phase de rétablissement, observait ces événements avec un mélange de gratitude et d'étonnement. Lors d'une des visites d'Alexandre à l'hôpital, pendant que Léa dessinait dans un coin de la chambre, Marianne exprima ses sentiments. « Lorsque je travaillais pour Vincent Garnier, j'ai été témoin de tant d'ambitions vides, de tant de corruption. J'en suis venu à penser que tous les hommes d'affaires étaient pareils, confessa-t-elle à voix basse. Je suis heureuse de m'être trompée. Alexandre lui prit la main avec délicatesse. Je me suis trompée aussi, Marianne. J'ai cru que le succès se mesurait uniquement en chiffres et en contrats. Ta fille m'a appris qu'il y a d'autres façons de mesurer ce que vaut une vie. Une semaine plus tard, Marianne reçut son congé de l'hôpital. Le déménagement dans l'appartement du 7e arrondissement fut achevé le jour même, Léa organisant méticuleusement l'espace pour que sa mère se sente à l'aise. Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois ensemble pour la première fois, comme l'étrange et merveilleuse famille qu'ils commençaient à former. « J'ai quelque chose à vous proposer », annonça Alexandre lorsqu'ils eurent fini le dessert. « Léa, ta mère et moi avons discuté, et si tu es d'accord, j'aimerais commencer les démarches pour t'adopter légalement. » La fourchette de Léa s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Elle regarda sa mère qui hocha la tête avec un sourire ému, puis Alexandre. « Vous serez mon papa, pour de vrai ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Si tu le veux », répondit-il, essayant de contrôler l'émotion dans sa propre voix. Léa ne répondit pas par des mots. Elle se leva simplement de sa chaise, contourna la table et serra Alexandre dans ses bras, avec toute la force de ses petits bras. Il la serra contre lui, sentant comment quelque chose qu'il ne savait pas être brisé en lui commençait à guérir. « Seulement si on aide les enfants qui dorment dans la rue », murmura Léa contre son épaule, dans le cadre de notre projet. Alexandre regarda Marianne, par-dessus la tête de la fillette, trouvant dans ses yeux humides le même engagement qu'il sentait grandir en lui. « Je te le promets », répondit-il, embrassant la tête de sa future fille, « ce sera le cœur du projet Léa. » Et ainsi, tandis que Paris sombrait dans le sommeil sous un ciel étoilé, dans un appartement du 7e arrondissement, une nouvelle famille et un nouveau but naissaient simultanément, entrelacés par le destin, la compassion et la sagesse d'une fillette qui savait que les sots, comme les promesses, ne valent que lorsqu'ils sont authentiques. L'automne était arrivé à Paris,
teignant les parcs d'ocre et de doré. Durant les 4 mois qui s'étaient écoulés depuis la rencontre fortuite entre Alexandre et Léa, le projet Léa était passé d'une idée ambitieuse à une réalité en construction. L'immeuble réhabilité en banlieue affichait déjà sa nouvelle façade, avec de larges baies vitrées conçues pour maximiser la lumière naturelle et des balcons où pousseraient bientôt plantes et fleurs. Ce matin d'octobre, Alexandre se trouvait dans le bureau de son avocat, maître Julien Moreau, révisant les derniers détails du processus d'adoption de Léa. La procédure s'était révélée plus complexe que prévu en raison de la situation de précarité antérieure de Marianne et Léa, mais elle semblait finalement toucher à sa fin. Le juge a fixé l'audience finale à jeudi prochain, expliqua maître Moreau, ajustant ses lunettes tout en parcourant le dossier. Tous les rapports sont favorables. Situation économique stable, logement adéquat, évaluation psychologique positive. Je ne prévois aucun obstacle. Alexandre hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'attente. L'idée de devenir légalement le père de Léa le remplissait d'un bonheur qu'il n'avait jamais connu durant ses années de succès professionnel. « As-tu eu d'autres nouvelles de la plainte que nous avons déposée contre Vincent ?» demanda-t-il, changeant de sujet. Le visage de maître Moreau s'assombrit légèrement. Garnier a engagé l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Paris. Il tente de discréditer le témoignage de Marianne, alléguant que sa maladie pourrait affecter sa mémoire et sa crédibilité. Alexandre serra les poings, contenant son indignation. « C'est méprisable mais prévisible, » murmura-t-il. « Crois-tu que nous ayons une chance ? D'un point de vue documentaire, son dossier est faible, » répondit maître Moreau. « Mais Vincent a des relations partout. Je ne sous-estimerai pas sa capacité à influencer le processus. » La conversation fut interrompue par un appel téléphonique. Sophie, du bureau, semblait inquiète. « Monsieur Dubois, un coursier vient d'arriver avec une enveloppe urgente de Garnier Développement. Il insiste pour vous la remettre personnellement. » Intrigué, Alexandre demanda qu'on lui passe le coursier au téléphone. « Bonjour, » dit-il d'un ton neutre. « De quoi s'agit cette enveloppe ?» La voix à l'autre bout sembla nerveuse. « Bonjour, monsieur Dubois. Monsieur Garnier m'a demandé de vous informer qu'elle contient une proposition relative au projet Léa et à la situation juridique de Madame Petit. Il a dit qu'il était dans votre intérêt de la consulter au plus vite. » Alexandre échangea un regard avec maître Moreau. Qu'est-ce que Vincent pouvait bien tramer maintenant? « Je serai à mon bureau dans 20 minutes, » répondit-il finalement. « Attendez-moi là-bas. » Pendant le trajet de retour à la tour Montparnasse, Alexandre essaya d'anticiper le contenu de cette mystérieuse proposition. Connaissant Vincent, il pouvait s'agir de n'importe quoi, d'une menace voilée à une tentative de corruption. Lorsqu'il arriva à son bureau, le coursier l'attendait dans la zone de réception. C'était un jeune homme d'allure étudiante, probablement un employé temporaire sans lien réel avec les affaires de Vincent. Alexandre signa l'accusé de réception et emporta l'enveloppe dans son bureau, où maître Moreau l'attendait déjà, étant arrivé quelques minutes auparavant. « Voyons quel nouveau jeu Vincent a imaginé », murmura Alexandre en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document juridique de plusieurs pages et une brève note manuscrite. « Alexandre, la guerre médiatique et juridique ne nous bénéficie à aucun des deux. Je te propose un armistice selon les termes décrits dans le document ci-joint. Réfléchis bien avant de le rejeter. Vincent. » Alexandre et maître Moreau lurent attentivement le document. En substance, Vincent proposait de retirer toutes les accusations contre Marianne et de fournir une lettre de recommandation qui réhabiliterait sa réputation professionnelle. En échange, il demandait que Dubois Investissement cède une participation de 10% dans le projet Léa à Garnier Développement. « C'est astucieux », commenta maître Moreau. « Il a vu le potentiel médiatique du projet et veut se joindre à la fête. » Alexandre contempla le document avec une expression pensive. D'un côté, accepter signifierait la paix pour Marianne et éliminerait un obstacle dans le processus d'adoption. De l'autre, cela impliquerait de permettre à Vincent, avec ses valeurs douteuses, de faire partie de quelque chose de pur et de noble. « Je ne peux pas décider cela seul, dit-il finalement. Je dois consulter Marianne. » Ce soir-là, après que Léa se fut endormie, Alexandre et Marianne discutèrent de la proposition sur la terrasse de l'appartement. « C'est ton projet, Alexandre, » dit Marianne, après avoir écouté. « Ne laisse pas mon passé le conditionner. » Alexandre lui prit les mains. « C'est notre projet, et je ne permettrai pas à Vincent de souiller ce que nous avons construit. » Le lendemain matin, Alexandre envoya sa réponse.
un refus ferme mais respectueux. Il n'y aurait pas d'accord avec celui qui avait tenté de détruire des vies par ambition. Le projet Léa maintiendrait son intégrité, quels que soient les obstacles. 6 mois plus tard, le projet Léa avait dépassé toutes les attentes. La collaboration avec le groupe Sylvestre avait permis d'étendre l'initiative à 3 quartiers parisiens et banlieues, fournissant des logements dignes aux familles dans le besoin. Un après-midi ensoleillé de printemps, Alexandre, Marianne et Léa, désormais légalement une famille après l'adoption finalisée, participaient à l'inauguration du premier immeuble réhabilité en banlieue. L'ancien bâtiment abandonné s'était transformé en un espace lumineux avec 30 appartements, des zones communes et un potager urbain sur le toit. Ce n'est que le début, annonça Alexandre devant les caméras. Notre objectif est de sortir 100 enfants de la rue cette année et de fournir des foyers permanents à 50 familles. Léa, à ses côtés, coupa le ruban inaugural avec des ciseaux qui semblaient énormes dans ses petites mains. Les applaudissements résonnèrent, tandis que les premières familles recevaient les clés de leur nouveau foyer. Parmi les participants, Vincent Garnier observait la scène de loin. Lorsque leurs regards se croisèrent, Alexandre perçut quelque chose d'inattendu dans les yeux de son ancien rival, un mélange de respect et peut-être de repentir. Ce soir-là, alors qu'il bordait Léa, la fillette lui demanda d'une voix somnolente « Pourquoi ce monsieur méchant vous regardait-il aujourd'hui ?» « Peut-être qu'il apprenait quelque chose d'important, » répondit Alexandre, embrassant son front. « Parfois, même les adultes ont besoin de leçons. » 2. En s'écoulèrent à la vitesse d'un soupir. Le 12e anniversaire de Léa fut célébré dans le jardin communautaire du 4e complexe résidentiel du projet Léa, entouré non seulement de sa famille, mais aussi de dizaines d'enfants qui avaient trouvé un foyer grâce à l'initiative. Pendant la fête, tandis que Léa soufflait les bougies de son gâteau, Alexandre s'approcha d'Isabelle Delmas, l'assistante sociale qui avait supervisé le processus d'adoption. « Je n'avais jamais imaginé ce chemin. Pour moi, confessa-t-il. J'ai construit des gratte-ciel pendant des années, mais je comprends maintenant que je construisais au mauvais endroit. » Isabelle sourit en observant Léa, qui expliquait avec enthousiasme à d'autres enfants ses idées pour de futurs bâtiments. « Vous avez construit quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle tour, » répondit-elle. « Vous avez construit un but, pour vous et pour beaucoup d'autres. » Le projet Léa était devenu un modèle étudié internationalement. La combinaison de design innovant, de prix abordables et d'approche communautaire avait révolutionné le concept du logement social en France. Pendant ce temps, Vincent Garnier avait disparu du paysage des affaires parisiens après un scandale de corruption sans lien avec les Dubois. Sa chute démontrait, une fois de plus, que la vérité trouve toujours son chemin. Ce soir-là, après avoir couché Léa, Alexandre et Marianne contemplèrent les lumières de Paris depuis leur terrasse. « Pour la première fois, » murmura Marianne, « je sens que nous avons trouvé notre véritable foyer. » 5 ans plus tard, Léa, désormais une adolescente de 17 ans, se préparait pour sa dernière année de lycée. Sa passion pour l'architecture avait grandi avec elle, et sa chambre était remplie de croquis de bâtiments durables et d'espaces communautaires. Le projet Léa s'était étendu à 10 villes françaises, transformant des quartiers entiers, et, plus important encore, la vie de centaines de familles. Un après-midi, alors qu'ils révisaient ensemble ses candidatures universitaires, Léa montra à Alexandre un essai qu'elle avait écrit pour l'école d'architecture. « Mon père m'a appris que les bâtiments les plus importants ne sont pas ceux qui touchent le ciel, mais ceux qui soutiennent les gens. » Alexandre, les yeux humides, serra sa fille dans ses bras. Cet essai avait parfaitement capturé l'évolution de tous les deux. Léa, à 24 ans, obtint son diplôme avec mention en architecture sociale de l'Université de Paris. À la cérémonie, ses parents la contemplaient avec une fierté indescriptible. Le projet Léa avait aidé des milliers de personnes, devenant une référence internationale en matière d'innovation sociale. Cet après-midi-là, ils visitèrent ensemble la tour Montparnasse, où tout avait commencé. De là-haut, Paris semblait différent, mais plus familier que jamais. « Tout a commencé avec un porte-document perdu, » murmura Alexandre, « et un sceau qui valait plus qu'il n'y paraissait, » compléta Léa. Lors de la célébration du 10e anniversaire du projet Léa, Alexandre annonça sa retraite partielle. À ses côtés, Léa révéla les plans du projet le plus ambitieux à ce jour, un complexe autosuffisant dans la périphérie de Paris. « Pour diriger cette nouvelle étape, » déclara Alexandre, « nous avons besoin d'un nouveau nom. » Léa fit un pas en avant,
prenant le microphone. « Papa, qu'il s'appelle Dubois & Fille, architecture sociale. » Alexandre acquiesça, les larmes aux yeux. Marianne les serra tous les deux dans ses bras, tandis que le public applaudissait. Cette simple phrase « S'il manque le tampon, le papier ne vaut rien » était devenue non seulement le slogan de l'entreprise, mais le rappel que parfois le plus petit acte d'honnêteté et de compassion peut changer le monde. La fillette qui avait autrefois tenu un porte-document mouillé sous la pluie tenait maintenant l'avenir de milliers de personnes. Et Alexandre, qui mesurait autrefois son succès en chiffres, avait appris que la véritable richesse se mesure aux vies que nous touchons et aux différences que nous faisons.